L'opposition à Ottawa et les groupes environnementaux accueillent avec scepticisme, je dirais, le plan du gouvernement Trudeau pour la transition verte. La ministre des Finances, qui a déposé son budget mardi, je vous rappelle, a prévu 80 milliards sur 10 ans pour inciter les entreprises canadiennes à se tourner vers les énergies propres, et ce, principalement à l'aide de crédits d'impôt. Alors, pour répondre aux critiques, je retrouve le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon, on va commencer par les critiques du Bloc québécois. Le chef Yves-François Blanchet, qui est lui-même un ancien ministre de l'Environnement, dit qu'une partie des crédits d'impôt de 80 milliards pour l'énergie propre, c'est en fait destiné à l'industrie pétrolière, comme produire, par exemple, de l'hydrogène gris. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, je suis en désaccord avec M. Blanchette pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce que nous avons fait sur l'hydrogène, c'est d'encourager la production d'hydrogène, mais plus l'hydrogène est à faible émission de gaz à effet de serre, plus le crédit d'impôt est élevé. Alors, on fournit des incitatifs supplémentaires pour produire une hydrogène qui a le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible. Et il faut comprendre, bon, il y a différentes façons de produire de l'hydrogène. Certains vous diront que la seule façon qu'on devrait utiliser, c'est l'électrolyse à partir d'énergies renouvelables. Or, c'est pas possible partout de faire ça. Et l'hydrogène va permettre de déplacer des formes de production ou des formes de carburant plus polluants. On pense notamment au pétrole ou encore à certains types de gaz naturels. Donc, il y a des avantages indéniables, mais ce que nous faisons, c'est que nous encourageons la production d'hydrogène qui a le moins d'impact sur l'environnement possible. Et ça, je pense que c'est une innovation que nous avons proposée dans le budget. Bon, pas d'accord avec M. Blanchette. Parlons maintenant de la capture et du stockage du carbone. Bon, la ministre Freeland, votre collègue, a annoncé plus de 500 millions de dollars sur 5 ans en crédit d'impôt pour développer cette technologie-là. Selon Équiterre, c'est une organisation évidemment que vous connaissez très bien, c'est une technologie qui n'a pas fait ses preuves. Équiterre dit que ça occupe une place qui est démesurée dans votre dernier budget. Patrick Bonnin de Greenpeace, qu'on a reçu à notre émission hier, nous a dit exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Équiterre et à Greenpeace? Ben d'abord, j'ai lu le communiqué de presse de Greenpeace et la première chose que Greenpeace dit, c'est qu'il salue le budget fédéral comme étant un budget, je pense qu'ils disent, historique en matière d'investissement dans les technologies propres. Après ça, il y a les critiques, mais la première chose que Greenpeace a dit, et c'est vrai de la Fondation David Suzuki, c'est vrai du Réseau Action Climat, c'est vrai de l'Institut international du développement durable, c'est toutes ces organisations-là ont salué le budget comme étant un budget historique, un budget transformatif. Je traduis de l'anglais. Et malgré certains bémols, puis c'est vrai, sur la question de la capture du carbone, des investissements démesurés, écoutez, 500 millions de dollars sur 80 milliards de dollars, moi je pense pas que c'est démesuré. Moi je pense que nous sommes prudents. C'est l'une des technologies, et je sais qu'il y a des groupes écologistes qui ne l'aiment pas, mais on n'a qu'à regarder le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou l'Agence internationale de l'énergie, qui nous disent que c'est une technologie qui va être nécessaire dans le cadre de la lutte au changement climatique. Alors, il ne faut pas que ça remplace nos efforts de réduire notre dépendance au pétrole. Bien sûr que non. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous investissons des milliards dans l'électrification des transports, dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables, et on investit 500 millions de dollars dans la capture et le stockage du carbone. Ouais. Je pense qu'on met certains efforts là-dessus, mais le gros des efforts, ils sont ailleurs, complètement ailleurs. Parce que Greenpeace parle quand même d'une technologie qui n'est pas nécessairement fiable. Le GIEC a même dit que c'est une technologie qui est limitée et qui coûte très cher. Est-ce qu'on ne devrait pas carrément aller chercher des investissements dans d'autres secteurs? Bien, on le fait. 500 millions dans la capture du carbone, 80 milliards dans les autres technologies. Alors, c'est exactement ce que nous faisons. 30 milliards dans le développement des réseaux de transport collectif au Canada. Et je suis d'accord avec le GIEC, c'est une technologie qui est limitée. Alors, on ne met pas tous nos œufs dans ce panier-là.
on met quelques œufs quelques œufs dans ce panier-là et on en met beaucoup, beaucoup d'autres œufs dans un paquet d'autres paniers de technologies propres, d'énergie renouvelable et d'électrification des transports. Ouais, parlons justement de la production d'électricité propre. Ottawa qui donc ouvre ses crédits d'impôt remboursables aux sociétés d'État, comme par exemple à Hydro-Québec. Ça veut dire que le Québec pourrait saisir cette occasion pour développer de nouveaux barrages. On sait que c'est ce que souhaite le premier ministre François Legault. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette éventualité de nouveaux barrages au Québec? On verra. J'ai aussi vu le gouvernement du Québec parler de développer des milliers de mégawatts d'énergie éolienne. Mais évidemment, on verra quels projets sont mis de l'avant et si ces projets-là doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact, comme c'est le cas ailleurs au pays. Mais c'est une première historique que de permettre à des sociétés d'État comme Hydro-Québec ou Ontario Power Generation en Ontario, Manitoba Hydro au Manitoba, d'avoir accès à des fonds fédéraux pour développer des projets électriques. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'électricité au cours des prochaines décennies et que cette électricité-là devra très majoritairement être de l'électricité non émettrice, donc des renouvelables. On a parlé d'éolien, de solaire, de barrages, il y aura probablement d'autres technologies aussi, mais on veut enlever les barrières pour que ces choses-là se développent le plus rapidement possible, mais il faut quand même que ce soit bien fait. Oui. Le temps file. Une des promesses phares de votre gouvernement, on le sait, c'est l'atteinte du net zéro d'ici 2050. Je vous demanderai comme ministre de l'Environnement, mais aussi comme ancien dirigeant d'organismes environnementaux, est-ce que vous y croyez vraiment toujours? Absolument. Nous allons atteindre nos objectifs de 2030 et nous sommes sur la voie de la décarbonisation, de la carboneutralité d'ici 2050. Maintenant, pour y arriver, on ne peut pas arrêter de faire ce qu'on fait et revenir en arrière, comme ce que propose Pierre Poilievre, et éliminer à peu près tout ce que nous avons mis en place de mesures environnementales, de mesures de lutte au changement climatique. Pour arriver à atteindre la carboneutralité et arriver à atteindre nos objectifs de 2030, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de déployer des mesures, d'investir, de mettre en place des règlements pour limiter la pollution et pour maximiser le développement de technologies propres, d'emplois du 21e siècle qui seront des emplois verts. Comme le disait le président Biden lorsqu'il était en ville la semaine dernière, en 2023, un bon plan économique, c'est aussi un bon plan de lutte au changement climatique. C'est aussi un bon plan pour la sécurité, puisque nous savons que les impacts des changements climatiques vont créer des risques à la sécurité partout sur la planète et incluant dans nos propres pays. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Esther. Au revoir.